Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du Hat Historian, l'historien des chapeaux. Dans cette vidéo, je vais parler d'une coiffe militaire très utile et populaire en campagne, le chapeau de brousse. Le chapeau de brousse, parfois connu par son nom anglais de boonie hat, est un type de chapeau pare soleil avec un rebord large, porté dans certaines armées dans des climats chauds lorsque le casque n'est pas requis. Fabriqué en tissu et souvent composé d'une calotte cylindrique molle, avec un rebord rigidifié avec des coutures, il peut avoir divers attributs pour être plus utile au porteur, comme des boutons pour replier le rebord, des anneaux de tissu le long de la calotte pour permettre à des feuilles d'y être insérées pour camoufler, ou une jugulaire pour qu'il reste sur la tête par grand vent. Des variantes légèrement différentes sont portées par de nombreuses armées de par le monde, et c'est une option populaire pour protéger les soldats des rudes climats où ils peuvent être envoyés. Alors voyons d'où il vient. Protéger les soldats du soleil a été un souci majeur pour les armées opérant dans des climats chauds depuis des siècles. Les populations de ces zones utilisaient souvent diverses coiffes de paille ou de fibres, ou des châles pour le faire. Vers la fin du 19e et le début du 20e siècle, les armées d'Europe et celles qu'elles influencèrent utilisèrent principalement deux types de coiffes dans les climats tropicaux. Le casque colonial, dont j'ai déjà parlé, et les chapeaux de feutre. Le casque colonial était apprécié par les Européens dans leurs colonies et avait l'avantage de protéger bien du soleil tout en assurant une bonne ventilation pour la tête. Des pays comme les États-Unis, l'Australie ou l'Afrique du Sud préféraient des chapeaux de feutre au rebord large, qui étaient faciles à fabriquer, très adaptables et résistants. Les Américains lui donnèrent la célèbre forme de presse-citron du quatre bosses, populaire également au Canada, tandis que les Australiens lui relevèrent un côté avec leur célèbre slouch hat ou chapeau avachi. On peut noter pour l'anecdote que la France étudia la possibilité d'en adopter pour remplacer le képi au début du XXe siècle. Ces deux types de coiffes étaient très efficaces, protégeant du soleil sans être trop chauds ou lourds, mais elles avaient un inconvénient qui apparut quand les casques de combat furent développés. Elles étaient assez encombrantes quand elles n'étaient pas portées. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les casques de la Première Guerre mondiale, après ce conflit, des casques de combat en acier devinrent un équipement standard dans les zones de combat, quel que soit le climat. Par contre, ils étaient lourds et chauds, et les soldats voulaient une autre coiffe pour quand le casque n'était pas requis. Le problème avec les casques coloniaux ou les chapeaux de feutre, qui continuèrent à être utilisés dans l'entre-deux-guerres, est qu'il n'y avait pas beaucoup d'options pour les stocker quand ils n'étaient pas portés, qui ne risquaient pas de les endommager ou ne prenaient pas trop de place. Les pays commencèrent donc à chercher des alternatives. Dans les années 20, les Britanniques firent l'essai d'un chapeau de type Deerstalker qui fut rejeté. Les Américains adoptèrent en 1937 un uniforme bleu pour certaines corvées, qui incluait un chapeau rond à large rebord, qui fut surnommé le Daisy May après un personnage de bande dessinée. Il était très similaire au chapeau de brousse moderne, à part sa calotte en forme de dôme. Il fut par la suite distribué en vert en 1941 avec l'uniforme tropical. De plus, vers la fin des années 30, les Soviétiques commencèrent à distribuer une coiffe à leurs troupes en Asie centrale, qui fut surnommée la Panamka, à cause de sa ressemblance supposée au Panama. Les Britanniques et leurs colonies développèrent leur propre chapeau léger, appelé bush hat, traduction anglaise de chapeau de brousse. Ces divers types furent utilisés sur les champs de bataille chauds du Pacifique et de l'Afrique du Nord pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, à cette époque, ils étaient encore vus comme des coiffes pour les corvées derrière les lignes, et les soldats, quand ils ne portaient pas leur casque, improvisaient d'autres coiffes sur le front. Mais ces combats en Asie du Sud-Est par les Américains et les Australiens démontrèrent que les anciens chapeaux de feutre, qui étaient portés de façon ponctuelle par les premiers et fréquemment par les seconds, n'étaient pas adaptés à la guerre tropicale moderne. Après la Seconde Guerre mondiale, plusieurs conflits de décolonisation amenèrent de nouveaux développements aux coiffes tropicales. Les troupes britanniques et australiennes, envoyées en Malaisie pendant un conflit où les communistes essayaient de chasser les Britanniques de la région, adoptèrent largement un chapeau ressemblant un peu à un bob, qui était apprécié pour sa légèreté. À cette époque, il acquit le surnom de Giggle Hat, giggle signifiant pouffement de rire en anglais, car certains trouvaient son allure peu saillante rigolote. Les variantes de ce chapeau devinrent très vite populaires avec les diverses forces du Commonwealth. Entre-temps, les Français développèrent le chapeau de brousse modèle 1949. La France avait déjà expérimenté avec ce type de chapeau avant la Première Guerre mondiale, dans ce qu'ils appelaient la tenue bourre, mais son apparence fut considérée un changement trop radical et le projet fut abandonné. Le modèle 1949 reprit son apparence, mais était fabriqué en tissu renforcé de lignes de couture, avec des boutons pression pour permettre au rebord d'être relevé sur le côté à la manière des chapeaux australiens. Il fut utilisé en Indochine dans les années 50, puis en Algérie dans les années 60. Mais le chapeau de brousse de style moderne, le boonie hat, se popularisa surtout avec les Américains dans les jungles du Vietnam. Quand ils arrivèrent au pays dans les années 60, ils n'avaient pas de chapeau particulier pour la jungle. Quand ils ne portaient pas leur casque, ils devaient officiellement porter une espèce de casquette de baseball. Les premiers à adopter un chapeau de brousse étaient les forces spéciales, qui se le faisaient fabriquer par des artisans locaux, souvent dans le style du modèle 1949 français. Ces forces les aimaient beaucoup, au-delà de leur confort dans les conditions locales,
car leur absence de forme définie brisait la silhouette de la tête dans les feuilles et aidait le camouflage. Très rapidement, les autorités militaires en prirent note. S'inspirant des Britanniques et des Australiens, qui portaient leur version dans la région, un modèle fut développé avec une calotte cylindrique plate, avec des trous d'aération, et un bandeau dans lequel des branches pouvaient être insérées pour augmenter le camouflage. En 1967, ce chapeau désignait Hat Jungle with Insect Net, ou chapeau, jungle, avec filet à insectes, dans la poétique désignation militaire, fut distribué aux troupes qu'il séduit rapidement. Avec la présence accrue des Américains dans les jungles vietnamiennes, les soldats passaient de plus en plus de temps en dehors des garnisons, et le chapeau devint de plus en plus populaire. Comme son homologue australien, il pouvait être plié et mis dans la poche quand le casque était requis, ou même porté dessous si nécessaire. Le rebord large protégeait du soleil et un peu de la pluie. Un inconvénient est qu'il se ramollissait devant les yeux quand il était mouillé, ce qui amena certains soldats à découper le rebord, une pratique officiellement découragée. D'autres relevaient les côtés avec la jugulaire pour lui donner un peu de rigidité. Une autre pratique courante était de coudre une doublure orange à l'intérieur, ce qui lui permettait d'être retourné pour indiquer les positions amies aux hélicoptères. Bien que la guerre ne menât pas à une victoire américaine, le succès et la popularité de cette coiffe assura qu'il resta dans l'inventaire de l'équipement pour des futurs conflits en zone chaude, avec le dessin du camouflage mis à jour avec le reste de l'uniforme. Un autre chapeau tropical dont j'ai brièvement parlé tout à l'heure, qui a eu une certaine notoriété dans les années 80, était la Panamka soviétique. Bien que conçue dans les années 30, elle devint prééminente dans les médias lors de l'intervention soviétique en Afghanistan, où elle était vue souvent dans les reportages sur le conflit. Elle était différente des coiffes américaines ou australiennes, avec sa construction en forme de dôme, plus similaire au chapeau Daisy May américain de la Seconde Guerre mondiale. Elle avait aussi une jugulaire sur le devant, comme celle des casquettes d'apparat. Bien que celle-ci pouvait théoriquement être insérée par des trous dans le rebord pour passer sous le menton, elle était généralement trop courte pour être confortable et finit par être plus décorative qu'autre chose. Ce chapeau disparut après la chute de l'Union soviétique. Le chapeau de brousse est encore largement utilisé de nos jours, s'étant répandu dans une forme ou une autre à de nombreux pays. Les Américains utilisent encore leur boonie hat, particulièrement avec le fait que plusieurs des conflits dans lesquels ils ont participé ces dernières années étaient dans des climats ensoleillés, comme l'Irak ou l'Afghanistan. Plusieurs des alliés des États-Unis utilisent également des chapeaux identiques ou similaires, avec leur propre camouflage, comme l'Allemagne, le Canada, le Japon ou le Mexique. Des modèles similaires sont également utilisés en Amérique latine, car les climats de ces pays le rendent particulièrement adapté. Le bush hat britannique et le giggle hat australien, qu'on peut appeler les versions d'origine, avec leurs rebords plus courts et plus abrupts, sont encore portés dans leur propre pays et d'autres pays du Commonwealth influencés par les Britanniques, comme l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. Certains pays, comme les États-Unis ou la Corée du Sud, ont le grade du porteur cousu sur le devant du chapeau. D'autres, comme la Chine ou la Russie, ont l'insigne national. Certains pays, comme la France ou la Russie, ont également un couvre-nuque en tissu pour protéger encore plus. Comme c'est un chapeau très adaptable, bien que la forme générale reste relativement la même, il est souvent modifié selon les préférences du pays. Au-delà des militaires, le chapeau de brousse est également populaire chez les civils pour les activités en extérieur, comme la randonnée, la chasse ou la pêche, pour la même raison qu'il est utilisé par les militaires. Il est peu cher, pratique et adaptable. Il peut se trouver dans de nombreuses couleurs, parfois vendues par les grandes marques. Une coiffe pratique, le chapeau de brousse évolua pour s'adapter aux nécessités de la guerre en milieu tropical. Des Britanniques et Australiens, aux Français, aux Américains, beaucoup de pays contribuèrent à son développement. Et malgré son apparence parfois peu saillante, il est pratique et apprécié par les soldats et les civils dans les environnements chauds et ensoleillés. J'espère encore une fois que vous avez trouvé cette vidéo intéressante et que vous me rejoindrez bientôt pour un autre chapeau. Jusque-là, chapeau à vous tous.